Bien, bonjour. Donc, ceci est la première vidéo consacrée au traitement de texte de la suite Office de Microsoft, c'est-à-dire Word. Je ne sais pas s'il est vraiment utile de définir ce qu'est un traitement de texte. C'est probablement le composant des suites bureautiques qui est le plus connu. Mais on peut peut-être dire en deux mots qu'il s'agit d'un logiciel qui permet à ses utilisateurs de créer des documents qui sont principalement constitués de texte et qui sont plutôt destinés à être imprimés. Alors si je reviens rapidement sur ces deux points, principalement de texte, oui, mais les traitements de texte modernes permettent d'intégrer beaucoup d'autres objets aux documents, comme des tableaux, des schémas, des graphiques, des images, etc. Voilà, et puis enfin, documents principalement plutôt destinés à être imprimés. Alors un document Word, bien sûr, peut être consulté à l'écran, rien n'empêche de le faire, et on le fait beaucoup, bien sûr. Mais si tel est le but, c'est-à-dire de produire un document qui soit principalement consulté à l'écran ou consulté en ligne, là aussi, on préférera peut-être d'autres logiciels comme les éditeurs HTML ou plus généralement les logiciels qui permettent de créer des pages web, comme les pages Wikipédia, par exemple. Voilà, donc place à la pratique. Donc nous allons prendre pour ce premier exercice l'exemple d'un texte court. Voilà, donc j'ai préparé le texte brut pour que nous puissions nous concentrer sur la mise en page et sur la mise en forme. Il s'agit d'une lettre ici, mais nous aurions pu prendre l'exemple d'un CV, d'un prospectus, d'un texte court. Pourquoi? Parce que dans le cas de ces textes courts, il y a un certain nombre de fonctionnalités du traitement de texte qui ne sont pas absolument nécessaires et sur lesquels nous reviendrons dans les vidéos suivantes, comme les styles, les tables des matières, tables des illustrations, etc. Donc nous allons pouvoir nous concentrer dans cette vidéo simplement sur les fonctionnalités les plus simples de Word, c'est-à-dire la mise en page et puis les mises en forme au niveau caractère et au niveau paragraphe. Voilà, donc notre exemple, c'est une lettre de régularisation des charges locatives. Bon, c'est le type de lettre que les locataires aiment bien recevoir, hein, surtout que la régularisation se fait rarement en leur faveur, mais bon, je m'égare un peu. Donc, place à la pratique maintenant. Donc, dans ce texte brut que je vous ai préparé, première chose, les deux premiers paragraphes. Alors, d'abord, il est nécessaire de définir ce qu'est un paragraphe. Vous voyez que le texte est organisé sous la forme de blocs qui sont séparés par un caractère particulier, qui est non imprimable, qui est la lettre grecque pi, qui permet justement de marquer les fins de paragraphe. Pour passer d'un paragraphe à un autre, lorsque vous saisissez du texte, il suffit d'appuyer sur la touche Entrée. Et les caractères pi permettent justement de marquer ces fins de paragraphe, je viens de le dire. Alors ces caractères non imprimables, on peut les masquer. Il suffit d'appuyer pour cela sur cette touche qui est ici et vous voyez, ils n'apparaissent pas. Mais on peut choisir de les faire apparaître, alors c'est selon. Alors c'est pas uniquement les fins de paragraphe, vous le verrez un peu plus tard, mais d'autres caractères non imprimables permettent de marquer les tabulations, les sauts de page, etc. Ces informations sont de mon point de vue très utiles. Moi personnellement j'ai beaucoup de mal à m'en passer. Bon, certains préfèrent les masquer pour avoir une représentation à l'écran qui est le plus proche possible du texte imprimé. C'est selon, vous prendrez vous-même vos propres habitudes. Donc je l'ai dit, les deux premiers paragraphes ne sont pas dans le bon ordre. Le paragraphe qui commence par conformément aux accords du bail devrait être en fait en première position et par la présente, je vous informe, c'est en seconde. Donc il s'agit de déplacer des paragraphes. Pour sélectionner du texte dans Word, plusieurs façons. Vous voyez que quand le curseur de ma souris survole du texte, il prend la forme d'une barre verticale. Il suffit alors que je clique et en déplaçant le curseur de la souris tout en le maintenant enfoncé, je peux sélectionner plusieurs paragraphes ou plusieurs mots, voire même un paragraphe entier. Si je souhaite sélectionner des lignes entières et même un paragraphe entier, il vaut mieux venir placer la souris dans la marge gauche. Et vous voulez qu'en sélectionnant ici, je sélectionne une ligne et en maintenant enfoncé, je peux en sélectionner une deuxième. Là, j'ai sélectionné la totalité de mon paragraphe. Une précision concernant les clics de souris. Si je ne précise rien, il s'agit du clic gauche, c'est-à-dire le clic que l'on utilise le plus souvent. Lorsqu'il s'agira du clic droit, pour certaines opérations particulières, je le préciserai. Alors maintenant, ce que nous voulons faire, c'est déplacer ce paragraphe qui est mal placé pour le placer au-dessus du paragraphe précédent. Pour cela, je peux réaliser ce qu'on appelle un coupé-coller dans Word. Donc si j'ai sélectionné mon paragraphe à déplacer, je fais un clic droit dessus, là je vais faire couper.
qu'est-ce qui se passe? Le texte disparaît de votre document, mais il n'est pas perdu. Il est stocké dans un espace mémoire particulier sur l'ordinateur qu'on appelle le presse-papier. Il suffit ensuite que je vienne me positionner à l'endroit où je veux replacer mon paragraphe, clic droit à nouveau, et là je vais le coller. Alors j'ai plusieurs options de collage, on va prendre la première, on reviendra peut-être plus tard sur ces autres options de collage. Et ce qu'a fait Word à ce moment-là, c'est qu'il a inséré au point d'insertion, au point où je me trouvais, le contenu du presse-papier, c'est-à-dire le contenu du paragraphe que j'avais coupé. Et mes paragraphes sont maintenant dans le bon ordre. Alors, autre manière de faire, pour cela, je vais annuler mes deux dernières opérations et je vais utiliser pour cela cette petite fonction que nous avons tout à fait en haut à gauche, qui est probablement une des fonctionnalités la plus utilisée dans Word, qui permet d'annuler là où les dernières opérations qui ont été faites. Donc ici, je vais annuler l'opération de coller et ensuite l'opération de couper et je me retrouve avec mon texte initial. Donc plutôt que de faire un couper-coller, on peut faire ce qu'on appelle un glisser-déposer, c'est-à-dire que mon paragraphe étant sélectionné, je clique dans le paragraphe et ensuite, tout en maintenant le clic enfoncé, je me déplace pour aller jusqu'au point d'insertion, c'est-à-dire le point où je souhaite coller mon paragraphe. Je lâche et voilà, mes deux paragraphes sont maintenant dans le bon ordre, c'est exactement la même chose que dans le cas précédent. Un petit mot sur les raccourcis clavier des actions de couper et coller. Pour couper, c'est CTRL-X. Pour coller, c'est-à-dire insérer le contenu du presse-papier, CTRL-V, on aurait pu aussi copier un paragraphe particulier, c'est-à-dire que vous le placez dans le presse-papier, mais il reste présent dans votre document. Et le raccourci pour cela, c'est CTRL-C. Voilà, autre fonctionnalité maintenant. Word vous aide pour corriger les éventuelles erreurs d'orthographe ou de grammaire que vous avez pu faire en saisissant votre texte. Il les met en valeur sous la forme que vous voyez ici, c'est-à-dire les erreurs d'orthographe sont soulignées avec ce petit liseré rouge et les erreurs grammaticales sont soulignées avec ces deux traits bleus. Lorsque vous avez ce type d'erreur, il suffit de clic droit sur le mot en question et Word va vous proposer un certain nombre de corrections. C'est souvent la première qui est la bonne. Donc là, ici, effectivement, il nous manque un N à annuel. Et les provisions, il y a une erreur d'accord, donc les provisions. Voilà. Alors, il y a quelques autres erreurs qui sont détectées, mais qui n'en sont pas vraiment. C'est lorsqu'un prénom ou un patronyme ne sont pas connus. Ils sont considérés comme des erreurs d'orthographe, mais n'en sont pas vraiment en réalité. Alors, on a la possibilité pour cela d'enrichir le vocabulaire de Word pour qu'à l'avenir, certains patronymes, par exemple, soient reconnus. Donc maintenant, nous allons passer aux opérations de mise en forme. Alors, ces opérations, nous allons les faire avec essentiellement les deux groupes de fonctionnalités qui sont ici dans le ruban accueil, le groupe police et le groupe paragraphe. Le groupe police sont des modifications que nous allons apporter à un texte sélectionné qui n'est pas forcément un paragraphe entier. Il peut s'agir de quelques lettres ou de quelques mots dont nous pourrons modifier la police, la taille de la police, le mettre en gras par exemple, etc. Le groupe paragraphe, lui, comporte des modifications qui seront appliquées à l'ensemble du paragraphe au courant. Il n'est pas nécessaire de le sélectionner, il suffit d'être positionné dessus. Et il s'agit des alignements, par exemple, gauche, droit, justifié. Il s'agit de listes à puces, de listes numérotées, d'encadrement de paragraphes. Par exemple, c'est ce que nous allons voir dans les exemples qui vont suivre. Donc pour commencer, on va modifier la police de l'ensemble du texte. Donc pour ça, il suffit de la sélectionner. Alors on aurait pu faire comme je vous l'avais montré précédemment. On peut aussi passer par les fonctionnalités du groupe édition. Donc ici, sélectionner, sélectionner tout. Je crois aussi qu'il y a un raccourci pour faire ça qui est le CTRL A. Donc notre texte étant sélectionné, maintenant, je peux appliquer les modifications que je souhaite. Donc on va changer la police pour une police Cambria, par exemple, et on augmenter un petit peu la taille en taille 11. Et voilà, mes modifications ont été faites sur l'ensemble du texte. Autre fonctionnalité, les fonctionnalités de mise en page, qui concernent l'orientation, par exemple, portrait, paysage, la taille de vos pages, les marges notamment. Là, ici, c'est à cela que nous allons nous intéresser. Donc Word vous propose un certain nombre de configurations de marge par défaut. Si vous souhaitez quelque chose d'un peu particulier, vous pouvez activer marge personnalisée. Ici, nous allons mettre des marges de 2,5 cm en haut, en bas, et à droite, à gauche, par contre, 3 cm. 2,5 à droite.
Voilà, vous voyez que votre texte, la zone utile est redéfinie en fonction des marges que vous avez saisies. Alors, nous allons mettre en forme la partie haute du document. Ici, vous voyez, vous avez le bloc expéditeur que nous allons laisser là. À droite, ici, nous aimerions qu'apparaissent le lieu et la date. Et toute la partie destinataire, on souhaite aussi la repousser complètement à droite. Nous allons utiliser pour cela les fonctionnalités que l'on appelle les tabulations et les retraits. Première chose, il est utile pour cela de modifier un peu les paramètres d'affichage en demandant l'affichage de ce que dans Word on appelle une règle, enfin des règles en réalité, puisque vous en avez une qui est horizontale ici et vous avez une règle verticale qui est ici. Ce qui apparaît sur ces règles est très utile pour faire les opérations que nous allons faire maintenant. Donc vous voyez que les zones grisées qui sont ici, à droite et à gauche, correspondent aux marges, et les taquets que vous voyez se positionner ici et là vont justement nous permettre de gérer des retraits et ainsi que des tabulations. C'est au niveau de Moulinsart que on souhaiterait voir apparaître à droite le lieu et la date. La touche tabulation, voilà, me permet de faire ceci. Alors, je n'ai créé aucun taquet de tabulation particulier, donc le pas de tabulation est une constante qui est peut-être paramétrable, je crois. Ce que nous allons faire maintenant, c'est créer des taquets de tabulation qui amèneront les tabulations à se positionner exactement sur ces taquets. Pour cela, vous en avez plusieurs et les types de taquets de tabulation apparaissent ici. Là, vous avez un cadrage à gauche par défaut. Vous pouvez avoir un cadrage centré, un cadrage à droite et un certain nombre d'autres taquets de tabulation sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Regardez ce qui se passe si je crée un taquet de tabulation cadrage gauche. Je vais le créer par exemple à ce niveau. Pour ça, il suffit de venir se positionner sur la règle, de cliquer, et voilà mon taquet de tabulation. Et vous voyez qu'automatiquement, la tabulation, le caractère de tabulation que j'ai introduit ici à droite de Moulinsart vient automatiquement me positionner ici. Et si maintenant je rentre du texte à ce niveau-là, vous voyez que mon texte est cadré à gauche. Alors, je préférerais qu'il soit cadré à droite. Donc pour cela, je vais supprimer ce taquet de tabulation. Pour cela, il suffit de cliquer dessus, de le tirer vers le bas, il disparaît. Je vais modifier la forme de mon taquet pour prendre un taquet de cadrage droit, et je vais venir le positionner ici très près de la marge. Ici, par exemple. Et là, vous voyez maintenant que si je rentre du texte, il est automatiquement cadré à droite. Donc on va dire Toulouse, et là, on va insérer la date du jour. Donc pour cela, dans le ruban insertion, j'ai quelques fonctionnalités dans le groupe texte ici. Vous voyez date et heure. Et je vais prendre, alors un certain nombre de formats me sont proposés, je vais prendre celui-ci par exemple. Et je ne vais pas cocher la case mettre à jour automatiquement, puisque cette date qui est la date à laquelle je génère ma lettre, et possiblement je vais l'envoyer, je ne souhaite pas que cette date évolue par la suite. Okay. Voilà, et donc nous avons lieu et date. Maintenant, le groupe destinataire, on veut lui aussi le repousser sur la droite, mais pour ça, on va utiliser les retraits. Alors ces retraits, vous pouvez les mettre à jour en utilisant les taquets de retrait qui sont positionnés au niveau des règles. Donc ici, c'est celui-ci. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs, parce que vous allez voir par la suite qu'on peut régler un peu différemment le retrait de première ligne, mais là je veux déplacer les paragraphes dans leur entier, pas uniquement la première ligne, donc il suffit que je clique sur le petit rectangle qui est en dessous pour déplacer les deux retraits en même temps. Je vais venir les placer à peu près ici. Alors une autre manière de faire ces opérations consiste à passer par la création d'un tableau. Donc je vais revenir en arrière, comme je l'avais fait précédemment, sur toutes les actions que je viens de faire. Voilà, donc là je pense que je suis à peu près dans la situation initiale. Je crée quelques paragraphes supplémentaires et ici je vais venir insérer un tableau. Alors ça se fait ici dans le ruban insertion, fonction tableau, et je veux un tableau avec 2 colonnes et 3 lignes, disons. Et ensuite je vais venir déplacer le texte que j'ai ici dans les cellules de mon tableau. Dans le bloc expéditeur, je l'ai ici. Ici, je vais créer à nouveau le paragraphe qui contient lieu et date. Donc Toulouse, de la même manière, j'insère ma date. Voilà. Et enfin, le bloc
destinataire qui est ici. Je vais venir le placer ici. Je vais supprimer maintenant ces paragraphes qui ne me sont plus utiles. Le bloc qui est ici. Alors vous voyez qu'à partir du moment où on a créé un tableau, comme c'est le cas avec beaucoup d'objets dans les outils Microsoft, de nouveaux rubans apparaissent. Et ici, dans le ruban mise en page, j'ai la possibilité de cadrer mon texte de différentes façons. Ici, ce bloc, je souhaite l'avoir en bas. Et puis, c'est à peu près tout. Alors, je n'ai pas besoin de bordure pour ce tableau. Je souhaite même ne pas en avoir. Donc ici, aucune bordure. Alors vous voyez tout de même qu'un petit trait non imprimable marque les limites des cellules. Moi je pense qu'il est préférable de le conserver, un peu comme les caractères non imprimables que nous voyions tout à l'heure. Si vraiment cela vous gêne, vous pouvez le supprimer. Donc je crois que c'est ici, voilà, afficher le quadrillage. Vous pouvez choisir de ne pas l'afficher, là on ne voit rien. Et si vous-même, si vous supprimez les caractères non imprimables, on voit exactement le texte tel qu'il sera à l'impression. Alors par contre, moi je souhaite que tout ça apparaisse. Donc afficher le quadrillage, voilà. Ce qu'on peut faire, c'est repousser ces zones un petit peu plus à droite. Voilà, donc vous voyez deux façons, soit en utilisant les tabulations et les retraits, soit en utilisant le mode tableau. Bon, c'est selon moi, personnellement, j'aime bien le mode de tableau parce que je le trouve un petit peu plus simple, mais vous créerez vos propres habitudes. Alors maintenant, nous allons mettre en forme ce paragraphe objet. Donc nous allons utiliser les fonctionnalités du groupe police, ici encore une fois, dont nous allons augmenter la taille. Donc je pourrais choisir une nouvelle taille dans la liste. Je peux aussi utiliser les deux boutons qui sont ici, de raccourci, qui permettent d'augmenter ou de diminuer. Donc ici, on va passer en taille 14, le mettre en gras. Et nous allons souligner le texte. De manière pour le souligner, vous pouvez utiliser le bouton souligner qui est ici. Ou vous pouvez utiliser les bordures au niveau paragraphe qui sont ici, en choisissant une bordure inférieure. Vous voyez, il suffit que la souris survole le champ pour en avoir un aperçu. Si vous voulez quelque chose de plus précis ou de plus particulier, vous pouvez demander l'affichage de cette fenêtre, ce qui vous permet de modifier la couleur et la taille en particulier des bordures que vous allez créer. Ici, par exemple, on voudrait créer une bordure un peu plus épaisse. Et ensuite, vous avez ce schéma qui vous permet de placer vos bordures, soit au-dessus, à gauche, à droite, en dessous. Ici, c'est en dessous qu'on la souhaite. La voilà. Pour être plus propre, on peut souhaiter ne pas conserver de paragraphes vides, mais au contraire de jouer sur des paramètres du groupe paragraphe qui permettent de régler alors les retraits que nous avons tout à l'heure mis à jour directement sur la règle, mais qu'on peut aussi mettre à jour ici, et les espaces avant et espaces après. Ici, nous allons positionner des espaces avant un peu plus importants, 12 points, avant et après, pour ce paragraphe-là, voilà. Et là, nous pouvons supprimer les paragraphes vides qui sont inutiles. Maintenant, on va mettre à jour ce premier paragraphe en modifiant ces paramètres de retrait, d'alignement, etc. Donc nous allons directement ouvrir cette fenêtre. On va choisir un alignement justifié. Alors comme le texte ici est très court, vous ne verrez pas la différence, mais lorsqu'on va appliquer ces paragraphes de mise en forme sur les autres, vous comprendrez un peu mieux à quoi correspond cette valeur justifiée. Les retraits gauche et droite, on ne va pas y toucher. On va laisser à partir du moment où on ne met pas de retrait à gauche et à droite, vous le voyez au niveau de la règle, les taquets de retrait droite et gauche sont positionnés au niveau des marges, ce qui nous convient. Par contre, on aimerait un retrait de première ligne, pas très important. Donc ça se fait ici, dans les retraits spéciaux première ligne. Et on va prendre une valeur de 0,5 par exemple. Voilà. Espacement avant et après. On va mettre un espacement avant de 12 points et un espacement après de 6, par exemple. Et pour ce qui est de l'interligne, alors la plupart du temps, une interligne simple est tout à fait suffisante. Dans certains cas, on peut souhaiter une interligne un peu plus importante, donc par exemple ici 1.2. Bon, honnêtement, ça s'utilise très rarement. Le seul exemple que j'avais vu, c'était pour les mémoires universitaires, où on demandait un interligne plus important pour que les professeurs puissent annoter les documents entre les lignes. Mais sinon, ça s'utilise très rarement. Bon, ici, on va laisser 1.2. Et on va en rester là. Et vous allez voir que les taquets
ont été modifiés conformément aux modifications que vous venez de faire, et on voit en particulier que le taquet qui correspond au retrait de première ligne a été placé ici sur 0,5. Alors si maintenant on est satisfait de cette mise en forme de paragraphe et qu'on souhaite l'appliquer à tous les autres, on pourrait reprendre chaque paragraphe et refaire les modifications, mais on ne sait bien sûr pas ce qu'on va faire. Il y a une fonctionnalité qui est intéressante, ici c'est la reproduction de la mise en forme avec cette icône en forme de pinceau. Donc vous vous placez sur le paragraphe dont vous souhaitez dupliquer la mise en forme, vous cliquez, et ensuite il suffit de sélectionner tous les paragraphes sur lesquels vous voulez appliquer ces paramètres de mise en forme, et voilà, c'est fait automatiquement. Alors, je reviens un instant sur l'alignement justifié. Voilà, lorsque vous demandez un alignement justifié, Word s'arrange pour que le texte soit cadré à droite et à gauche sur les limites correspondant au retrait, c'est-à-dire ici les marges, puisqu'on n'a pas saisi de retrait droite et gauche. Et pour ce faire, il va jouer sur la distance qui sépare deux mots. Sur le deuxième paragraphe, par exemple, vous voyez que la distance qui sépare les mots sur la première ligne est réduite, alors que elle est plus importante sur la deuxième ligne, simplement pour maintenir ce cadrage à droite et à gauche du texte dans ces paragraphes justifiés. Un schéma valant mieux qu'un discours, voilà sur ce schéma comment se positionnent les paramètres que nous avons utilisés dans les manipulations précédentes. Donc vous voyez que les marges haute, gauche, droite que l'on voit ici délimitent la zone utile dans laquelle votre texte va venir se placer. Et ensuite nous avons deux paragraphes ici dans lesquels nous voyons, alors les retraits droite et gauche, nous ne les avons pas valorisés dans notre exemple. Si nous l'avions fait, ils seraient venus se positionner ici à l'intérieur de la zone utile. Les espacements avant et après de la même manière, et vous voyez que lorsque deux paragraphes se suivent, la distance qui les sépare est la somme de l'espacement après du premier paragraphe et de l'espacement avant du second. Voilà. Et vous voyez enfin ici comment vient se positionner le paramètre de retrait de première ligne. Et vous voyez que les taquets de retrait qui se positionnent dans la règle suivent ces valeurs. Donc vous avez le retrait gauche qui est ici, le retrait de première ligne qui est ici, et le retrait droit qui est ici, par exemple, et les zones de marge qui sont représentées en grisé sur la règle. Voilà, donc revenons maintenant à notre texte. Les informations qui apparaissent ici, entre cette ligne et celle-ci, nous aimerions les avoir dans un tableau de deux colonnes, une qui correspond à la définition des montants et l'autre qui correspond à la valeur. Pour cela, nous pourrions faire comme nous avions fait précédemment, c'est-à-dire insérer un tableau ici, de deux colonnes et d'un certain nombre de lignes, et ensuite prendre les libellés qui sont ici, et venir les déplacer dans le tableau. Bon, ce serait très fastidieux, c'est pas ce que nous allons faire, donc je reviens en arrière, parce que nous avons une autre possibilité qui nous est offerte par Word, qui consiste à créer un tableau directement à partir de texte. Insertion tableau, voilà, vous voyez en bas, convertir texte en tableau. C'est ce que nous allons faire. Dans cette fenêtre, Word essaye de deviner ce que vous souhaitez faire. Nombre de colonnes, 2. Pourquoi nous propose-t-il 2 colonnes? Parce qu'il a constaté que sur les lignes que nous voulons transformer en tableau, nous avons des blocs de texte qui sont chaque fois séparés par une tabulation. C'est vrai pour toutes les lignes. Et il en déduit que les blocs de texte qui sont de part et d'autre de ce champ de tabulation doivent être dans 2 colonnes différentes. C'est bien ce que nous voulons. Nombre de lignes, 4, c'est ce qui correspond au nombre de lignes que nous avons sélectionné. Et enfin, pour séparer le texte, pour distribuer le texte dans les différentes colonnes, le caractère tabulation, c'est effectivement ce que nous avons. OK, et voilà, notre texte est tout de suite positionné. Alors je peux redimensionner comme je l'avais fait tout à l'heure mes colonnes. Chaque cellule, le contenu de chaque cellule correspond à un paragraphe, dont nous pouvons modifier les paramètres ici. Par exemple là, très bien. Les valeurs numériques qui sont ici, il est préférable de les cadrer à droite. Les zones de titre, que je sélectionne comme cela, on va plutôt les centrer, les mettre en gras et en italique, par exemple. On peut modifier la couleur de fond des cellules, ça se fait à ce niveau-là. On peut par exemple mettre ceci, par exemple, et du coup la couleur de police, on peut utiliser quelque chose de plus clair sur fond sombre. Voilà.
Pour les modes de règlement, nous allons utiliser une liste à puces dont nous avons deux possibilités, par virement ou par chèque. Je me place pour le moment sur le premier. Et si je veux faire apparaître des puces, voilà, ça se passe ici. Donc Word me propose quelques formats de puces. Si je trouve mon bonheur dans cette liste, ben, il suffit de sélectionner. Sinon, on peut définir soi-même ses propres puces. Dans cette fenêtre-ci apparaît. Si je choisis symbole, voilà, je vois apparaître ce que dans la suite Office on appelle les caractères spéciaux, c'est-à-dire des polices qui sont constituées au moins en partie d'icônes. La police qui vous est proposée par défaut, c'est symbole. Alors il y en a une qui est peut-être un peu plus intéressante, ou même plusieurs sont les polices Wingdings. Voilà, où les symboles sont peut-être un peu plus intéressants. Une remarque concernant ces polices, il est toujours préférable d'utiliser des polices qui sont installées nativement avec Windows ou avec Office. Si vous utilisez des polices un peu exotiques que vous pouvez télécharger sur le web, on en trouve énormément, votre document risque de perdre en portabilité, puisque si vous transmettez votre document à quelqu'un qui n'a pas ces polices installées sur son poste, l'affichage ne va pas bien se passer du tout. Voilà, donc on pourrait par exemple ici choisir celle-ci. Ok, voilà l'aperçu apparaît ici. Et voilà, voilà ma puce. Donc ensuite, il suffit que je reproduise la mise en forme sur l'échec. Et voilà ma liste à puces constituée. Maintenant, ces deux champs-là, qui sont en fait des précisions par rapport à la première option, je vais les décaler. Alors maintenant, vous connaissez, il suffit... Voilà. Il suffit d'utiliser les retraits. Et puis, on peut considérer que pour tous ces paragraphes, les espacements espaces avant et après sont peut-être un peu importants. On pourrait passer en 6-6, par exemple. Voilà. Très bien. Et puis, dernière chose que l'on souhaite faire, c'est faire apparaître une signature numérisée pour ce texte. Donc pour ça, on peut le faire tout simplement en insérant une image. Il faut avoir préparé au préalable, bien sûr, la signature en question. Donc, insertion d'une image, cet appareil. Et voici la signature que j'avais préparée. Je l'insère. Alors, elle est un peu grande, donc je souhaite en réduire la taille. Pour cela, vous pouvez utiliser les poignées qui sont tout autour de l'image, en choisissant plutôt les poignées qui sont dans les angles, puisqu'à ce moment-là, vous diminuez la taille de votre image sans la déformer. Alors que si vous prenez les poignées qui sont au centre des faces, vous allez déformer votre image. Ensuite, par défaut, l'image est attachée à un paragraphe. Vous le voyez, c'est celui qui est ici. Si vous voulez pouvoir librement positionner l'image, il faut changer le mode d'habillage qui est ici, donc par défaut aligné sur le texte. On va choisir par exemple celui-ci, qui vous permet ensuite de déplacer librement votre image et de la placer où vous voulez. Voilà. Nous reviendrons sur ces positionnements d'image plus en détail dans les vidéos ultérieures. Et voilà, et à ce stade, nous pouvons considérer que notre lettre est prête. Alors vous pouvez bien sûr enregistrer votre fichier, enregistrer ou enregistrer sous, c'est selon. Bon, je ne rentre pas dans le détail de ces fonctionnalités qui sont assez simples. Vous pouvez souhaiter l'imprimer. Pour cela, vous avez un raccourci qui est CTRL-P. Et ici, vous voyez un aperçu de votre lettre sans caractère non imprimable, un aperçu qui correspond vraiment à ce qui va être imprimé. Alors vous pouvez à ce stade faire encore quelques modifications de mise en page. Bon, moi j'ai tendance à penser qu'il vaut mieux le faire en utilisant les fonctionnalités du ruban mise en page, mais bon, si vous avez des modifications de dernière minute à faire, vous pouvez les faire à ce stade, et ensuite vous pouvez imprimer à l'imprimante qui est connectée à votre ordinateur. Voilà, bah écoutez, pour cette première vidéo consacrée à Word, je vous propose d'en rester là. J'espère qu'elle vous aura intéressé, que vous aurez appris quelques petites choses, et je vous souhaite une bonne route.